L'histoire commence avec quelqu'un qui s'approche d'un monsieur et l'informe qu'il s'agit de la dernière chambre. Un groupe de 4 personnes se tient devant la grande porte. Le même homme, un blond aux yeux bleus, se réjouit d'être enfin arrivé. Greenville était un donjon de rang S. Personne n'a réussi à le nettoyer. Personne n'a encore réussi à le vider. Et aucun des héros qui s'y sont risqués n'en est revenu indemne. Le Seigneur déclare en toute confiance qu'il s'agit du donjon le plus sinistre. Mais leur équipe a reçu des informations d'une femme qu'ils ont rencontrée sur le chemin du donjon et ils ont pu atteindre la dernière salle sans difficulté. Ils ont eu une chance inouïe. La fille qu'ils ont rencontrée portait une robe brune et cachait son visage sous une capuche. S'approchant de la porte et posant sa main dessus, le maître poussa la porte et ajouta « Maintenant, ils vont voir ce qu'il y a dans la dernière salle du donjon de rang S. » En entrant dans la pièce, le monsieur est perplexe quant à ce qui l'attend. Ils se retrouvèrent dans un immense hall recouvert d'un tapis rouge et furent surpris de le trouver vide. La jeune fille qu'ils avaient rencontrée en chemin ôta son capuchon et lui dit qu'il avait raison, car cet endroit ne pouvait pas être appelé une maison du trésor. Après avoir jeté son manteau, la jeune fille apparut avec des cheveux violets, des ailes et une queue. Elle déclara qu'il était entré dans l'arène du dernier boss du donjon de Greenville. La fille est une succube nommée Adélaïde. L'homme à l'épée était manifestement surpris qu'il s'agisse d'une succube. Il comprit qu'elle les avait piégés en se faisant passer pour une simple passante. Le Seigneur sentit immédiatement la puissance de la succube et se mit à tousser en se couvrant la bouche avec sa main. Il se rendit compte qu'elle n'était qu'une succube, mais qu'elle était si forte. L'équipe s'effondra sur le sol sous l'effet du pouvoir de succube d'Adélaïde. Ils lui demandèrent qui elle était. Adélaïde sourit et demanda qui elle était. La jeune fille sourit, claqua joyeusement des doigts et répondit qu'elle était la maîtresse des lieux. Des étincelles volèrent à travers le hall, infligeant d'horribles blessures à l'escouade. Des cadavres gisaient dans des mares de sang. Adélaïde se réjouit et dit aux âmes d'aller vers elle, vers maman. Une notification est apparue indiquant que le nombre de héros éliminés a augmenté. Actuellement, le nombre de héros éliminés par Adélaïde est de 234 352. Le rang du donjon est S. Le propriétaire du donjon est donc Adélaïde. La jeune fille est très heureuse, car tout va bien et son plan pour aujourd'hui est accompli. La jeune fille remarque que la prise d'aujourd'hui est excellente et se demande si elle doit y retourner. Soudain, quelqu'un surgit dans le hall et demanda à Adélaïde ce qu'était cette activité fastidieuse. Combien de fois allait-il lui répéter qu'elle ne devait pas le faire? C'était un jeune homme, Caladium, le démon de l'immoralité du donjon de Greenville. La succube Adélaïde a immédiatement volé vers lui, s'adressant à lui en tant que Caladi et lui disant qu'il était juste à temps. Elle a remarqué qu'elle avait travaillé un peu et qu'elle était fatiguée. Elle l'attira donc à elle par sa chemise, pressa ses seins contre les siens et lui demanda si, au lieu de lui en vouloir, il voulait bien l'embrasser. Ils se fondirent l'un dans l'autre dans un baiser. Caladium gémit de plaisir. Il mit sa main sur sa taille, l'enlaçant et la serrant un peu. La fille aimait ce que Caladium lui faisait. Les deux hommes se séparèrent et Caladium gronda en disant qu'Adélaïde était sérieuse. Il essaya de reprendre son souffle. Soudain, quelqu'un saisit Adélaïde par le bras et l'éloigne de Caladium, s'adressant à elle en tant que maîtresse Adélaïde. Il lui jeta une cape rouge sur les épaules. La jeune fille leva la tête et regarda l'homme dans son dos. Elle l'appela Lycian. Il s'inclina devant la jeune fille et lui dit qu'il avait fait du bon travail aujourd'hui. Lycianzus est un démon du donjon de Greenville. La jeune fille engagea une douce conversation avec Lyciantus, lui annonçant qu'une fois de plus, C.S. Chevalier avait décidé de lui rendre visite. Le démon lui répondit qu'elle était incroyable. Caladium les regardait parler et était visiblement très ennuyée. Elle se tourna vers ce satané Lycianzus et commença à lui demander « Ouais, comment il osait ?»
Quelqu'un s'adresse soudain à Adélaïde en l'appelant Adèle. C'était Lufinos, un chevalier du donjon de Greenville, qui demanda à la jeune fille si elle avait décidé de se promener aujourd'hui. La jeune fille courut vers le chevalier, l'appela Luffy et lui demanda comment il allait. Le chevalier posa sa main sur la taille de la jeune fille. Lufinos répondit que tout allait bien. Il s'inquiétait juste pour elle. Il a demandé à la jeune fille si elle allait bien, si quelque chose la dérangeait. Il sait qu'elle est occupée, mais il faut aussi surveiller sa santé. Caladium était terriblement ennuyé et s'est approché de Lufinos, lui disant qu'il était peut-être pressé, mais qu'il fallait respecter la ligne de démarcation. Caladium a déclaré qu'il s'occupait d'elle aujourd'hui et qu'en général, il était son favori, donc pas besoin de l'énerver. Lufinos demanda à Caladium ce qui lui faisait penser cela. Depuis cette époque, il avait un fantasme. Caladium répondit que bien sûr, Adèle avait pris sa décision et que Lufinos n'était qu'un paillasson pour elle. Il devrait connaître sa place. Lufinos répondit que Caladium était paranoïaque comme d'habitude. En les observant, Adélaïde se dit que dès qu'ils se rencontraient, ils commençaient immédiatement à se battre. La jeune fille les attrapa avec ses mains, attirant leur attention et leur disant d'arrêter de se battre et qu'elle leur prêterait attention. Elle a clarifié avec eux car ils avaient décidé qu'ils allaient passer du temps ensemble, n'est-ce pas? Elle fit une grimace embarrassée et ajouta que c'était parce qu'elle aimait beaucoup le trio. Caladium rougit à ces paroles et Lufinos fit de même. Caladium prit une voix sérieuse et ajouta que c'était très bien puisqu'Adélaïde le voulait ainsi, mais qu'il restait son principal amant. Lysianzus a laissé entendre que c'était exact et que la décision de la maîtresse leur appartenait. Lufinos ajouta que cela lui convenait si c'était ce que voulait Adélaïde. Adèle rayonne de bonheur et répond que c'est la bonne chose à faire et qu'ils devraient tous vivre ensemble. En elle-même, la jeune fille songea à la facilité avec laquelle ils avaient été apprivoisés. De beaux démons suprêmes, un chevalier légendaire et un donjon de rang S, Adélaïde, n'étaient pas toujours maîtresse de la situation. Adélaïde n'était pas toujours maîtresse de la situation. Prenant Lufinos et Caladium sous les bras, elle galopa joyeusement, talonnée par un Lysianzus paisible. Il y a encore quelques mois, la jeune fille vivait chaque jour avec l'idée qu'il pourrait être le dernier. Elle se souvenait de la situation qui régnait il y a quelques mois dans l'alliance des succubes de la tour de Morphée. Quelqu'un a appelé Adéalida d'abord par son nom complet, puis par son nom abrégé, comme Adèle. La jeune fille était allongée dans son lit, serrée contre la couverture. Elle dormait doucement, inconsciente de ceux qui l'entouraient. Quelqu'un s'est accroché à elle et lui a soudain crié de se lever. La jeune fille s'est immédiatement réveillée et a commencé à crier. Une femme se tient à son chevet. Tremblante, Adélaïde lui demanda, en s'adressant à elle sous le nom de Pippa, si elle était venue ici après le travail. La jeune fille se leva, posa les bras le long du corps et déclara que oui, elle avait soigné un autre chevalier aujourd'hui. Elle saisit la main d'Adélaïde, lui disant qu'elle aurait bien besoin d'un peu de travail elle aussi, au lieu de rester là à dormir toute la journée. Elle demande à Adélaïde de regarder ses bras frêles pour se rendre compte de la quantité d'énergie que ce corps n'a pas vue. Adélaïde grimaça en entendant qu'elle ne pensait pas que le travail de succube était fait pour elle. Elle fut abasourdie par ces mots et demanda à nouveau si Adélaïde était sûre qu'elle ne le pensait pas. La femme traîna immédiatement Adélaïde sur le sol et la plaça devant le miroir, lui disant de s'y regarder. Elle a demandé à Adèle de regarder son visage et son corps. La femme était outrée qu'elle dise qu'elle n'était pas faite pour être une succube. Adélaïde répondit avec embarras qu'elle avait effectivement raison, mais qu'elle voulait vivre comme une créature magique des contes de fées. Adélaïde l'imagine. Toute la journée, rien d'autre que du divertissement, l'adulation des gens. La femme s'est excusée, mais la vie n'est pas un conte de fées et malheureusement, elle est une succube et doit vivre la vie d'une succube. Ce n'est pas comme ça que ça marche, après tout. Si elle ne mange pas, elle mourra. Il faut 5 âmes par mois.
Elle doit s'assurer de payer l'impôt au syndicat, sans domicile fixe tout au long de sa vie. Adélaïde a déclaré en larmes qu'elle ne voulait pas. La femme expire lourdement et, se tournant vers Adèle, lui dit qu'elle ne pense pas que tu sois paresseuse. Mais elle sait que si elle ne travaille pas, elle sera exclue du syndicat et que la plupart des solitaires meurent de faim. D'ailleurs, elle devrait penser par elle-même à 30 ans. Depuis 30 ans, elle est en vacances. Le chef du syndicat, Maximilien, n'attend que le bon moment pour la mettre à la porte. Adélaïde a demandé à Pippa d'arrêter de s'inquiéter autant. En fait, M. Maximilien l'aime bien, alors comment pourrait-il la mettre à la porte? Un peu plus tard, Adélaïde se retrouva à l'extérieur du château, assise par terre. On s'adressa à elle en tant que succube Adélaïde en l'informant que par ordre du chef de Maximilien, elle est bannie de l'Alliance à partir d'aujourd'hui. Elle doit sortir maintenant. Le portail claqua au nez de la jeune fille. Elle n'en revenait pas et finit par se dire en ricanant que ce n'était pas possible. Elle hurla d'indignation. Voulait-il lui dire qu'elle devait à nouveau se retrouver dans cet endroit horrible? La jeune fille frappa la porte de S et point. Elle ne faisait peut-être pas correctement le travail de la succube, mais elle faisait quand même quelque chose. À bien y penser, la première chose qu'Adélaïde a faite, c'est dormir et respirer de la poussière. La seconde, c'est manger et laisser derrière elle de la vaisselle sale. Est-il possible de la jeter comme s'il s'agissait d'une vieille paire de bottes usées, s'indigne la jeune fille. Elle était à genoux et frappait sur la porte en bois, criant pour qu'ils lui ouvrent la porte. Elle leur dit de l'ouvrir, parce qu'on ne peut pas la jeter dehors comme ça. Soudain, un vieil homme est apparu derrière elle, demandant si la jeune fille était Madame Adelaide de Morpheus. Incrédule, la jeune fille a commencé à se retourner en disant que oui, Adélaïde était bien elle, mais qui était ce vieil homme? Le vieil homme lui demanda de ne pas avoir peur et se présenta sous le nom de Jamie, précisant qu'il n'était qu'un avocat. Il ajouta que la raison pour laquelle il était venu la voir était l'héritage. Jamie raconte que son grand-père Arbase l'a désignée comme son unique héritière. Les papiers sont apparus dans ses mains. Elle est surprise d'entendre parler de son grand-père car elle n'a jamais rencontré de parents. La propriété dont elle hérite est un donjon et elle peut lire plus de détails dans l'acte. Jamie ajouta que si elle n'était pas intéressée, elle pouvait refuser. Adèle s'est immédiatement dirigée vers l'avocat et a déclaré avec assurance qu'elle acceptait l'héritage, que c'était celui de son grand-père bien-aimé et que tout était vrai. L'avocat poursuit en disant que dans un tel CAS, elle doit signer. La jeune fille lui a immédiatement montré les documents, affirmant que tout était prêt. Jamie remarque que très rapidement, et dans un tel CAS, il confirme que la propriété appartenait auparavant à M. Arbase, est maintenant la propriété de Lady Adelaide. Comme il n'avait plus rien à faire, elle s'en alla. D'un geste de sa cape brune, l'avocat de Jamie disparut en souhaitant bonne chance à Adèle. La jeune fille s'assit sur le sol, tenant les papiers dans ses mains. Elle se demanda s'il venait de lui dire ses meilleurs vœux. La jeune fille serra le papier et l'oiseau à côté d'elle devint même nerveux. Adélaïde se secoua. Soudain, la jeune fille s'illumina et déclara qu'elle était désormais la maîtresse du donjon et que, bien sûr, elle aurait tout ce qu'il y avait de mieux. C'était le rêve de tous les habitants du monde souterrain. Elle se souvient d'un type qui disait que ce serait génial d'être l'héritier d'un homme riche. Une fille lui avait demandé s'il n'avait pas lu trop de contes de fées. Tout le monde veut un héritage. L'un d'eux a dit qu'il voulait simplement diriger au moins un donjon. Un autre lui a dit que ce n'était qu'une chimère et que seuls quelques privilégiés étaient dignes d'un tel honneur. C'est le meilleur moyen de gagner de l'argent dans leur monde, un donjon. Adélaïde ne pouvait pas croire qu'elle était vraiment devenue la maîtresse du donjon. Elle s'assit sur son trône et rit. Elle ne savait pas d'où son grand-père l'avait tirée, mais elle lui en était éternellement reconnaissante. Il était temps pour elle de voir ce qu'était le donjon. Les documents indiquent que le donjon de Greenville est de rang F,
que le nombre d'habitants est nul, qu'il se trouve à Kronatan, Sarman, et que l'héritier doit rembourser la dette de 666 pièces d'or contractée par l'ancien propriétaire. En voyant l'information selon laquelle l'héritier doit rembourser la dette, la jeune fille n'a pas réalisé qu'il s'agissait d'elle, ou même de ce que c'était. Elle compta encore une fois, il y avait 3 6. Adélaïde poussa un cri d'horreur à propos de ces 666 pièces d'or. La jeune fille se leva d'un bond, criant que ce n'était pas possible, car il n'était pas question de dette. Adélaïde se souvint que même des succubes capables comme Pénélope, Pippa, ne pouvaient économiser qu'une pièce d'or par an, alors comment pouvait-elle en obtenir 666? Elle était sûre de se faire attraper et écorcher pour ne pas avoir payé ce genre de dette. Elle a serré le papier plus fort et a dit « Merde !» et a appelé l'avocat pour qu'il revienne, parce qu'il s'agissait d'une fraude. Adélaïde raconte toute l'histoire qui s'est passée avec Pénélope. Pénélope déclara agressivement qu'elle lui avait dit de labourer. Depuis qu'ils l'ont bannie de l'Alliance, elle est désormais la proie de petites créatures magiques. Elle a également demandé quel était son héritage. Pénélope a demandé à Adèle ce qui se serait passé si elle n'était pas venue. C'est Pénélope qui a acheté à manger à Adélaïde. La jeune fille remercie Pipi. Pénélope lui dit de raconter à Adèle ce qui s'est passé dans le donjon dont elle a hérité et comment cela s'est passé. Adélaïde se dit qu'il était impossible que Pippa sache qu'elle était devenue propriétaire d'une dette aussi importante. Dans son audition, elle déclara qu'il ne s'agissait que d'un donjon de rang F. Pénélope saisit la joue d'Adélaïde et l'éloigne. Elle dit qu'Adélaïde devrait être reconnaissante même pour cela, car maintenant au moins elle aurait un endroit où vivre. Pénélope demanda où se trouvait cet endroit, si c'était à Kronatan. Adélaïde répondit que Sarman se trouvait à Kronatan, près de Marfu, dans la partie sud. De l'autre côté d'ici, il serait difficile de se voir souvent. Pénélope expira lourdement et jeta un sac d'argent dans les mains d'Adélaïde, lui disant de le prendre. Adélaïde se demanda pourquoi elle recevait cet argent. Pénélope se demande si elle va marcher après avoir franchi la porte, car elle a besoin d'argent pour le voyage. Adélaïde la remercia en sanglotant. Pénélope regarda la guide de la porte et lui dit de faire vite, car elle avait encore beaucoup de chemin à faire. Au moment de se séparer, elle lui a crié que si elle devenait une maîtresse de donjon accomplie, qu'elle trouve un emploi plus tard et qu'elle se prépare tout de suite, car Pénélope est chère. Adélaïde lui a répondu en criant que oui, elle comprenait. Adélaïde dit avec assurance qu'elle bénéficiera de tous les avantages sociaux, qu'elle ne travaillera qu'une fois par semaine et que la nourriture sera la meilleure. Pénélope a répondu avec joie. Un tel travail n'existe-t-il pas dans le monde? Adélaïde pensait avec confiance qu'elle travaillerait très dur pour la remercier. Elle ferait en sorte que ce donjon atteigne le rang S. En entendant son estomac gargouiller, elle réalisa que non, elle n'y arriverait pas. Elle savait bien sûr qu'elle aurait une longue route à faire, mais elle ne pensait pas que c'était si loin. Elle était arrivée en coccinelle, mais il lui avait fallu un quart de journée et elle n'avait toujours pas trouvé l'entrée. Elle se demandait si elle serait capable d'aménager un donjon décent dans une telle contrée sauvage. Elle se souvint des paroles que Pénélope lui avait dites la dernière fois. Elle commença à se frapper la joue, demandant à reprendre ses esprits. Elle ne pouvait pas décevoir Pippa une nouvelle fois. Elle déplia la carte et dit avec assurance que la première chose à faire était de se ressaisir et d'essayer de trouver l'entrée. Elle a l'impression que la carte comporte cette zone. Soudain, elle marcha sur une zone étrange qui s'élargit lorsqu'elle s'y trouva. Elle réalisa qu'elle l'avait trouvée et qu'il s'agissait de l'entrée du donjon. Il était donc trop tôt pour qu'elle meure. Elle déclara mentalement que c'était son doux foyer, même si ce n'était qu'un donjon de rang F avec beaucoup de dettes, du moment qu'elle n'était pas ruinée. Elle ferma les yeux et lorsqu'elle les ouvrit, elle était déjà dans une pièce du donjon. Elle fut surprise et ne réalisa pas ce que c'était. Elle s'est retrouvée dans un salon si confortable, une cuisine si propre, et l'endroit est à peu près parfait. Adélaïde a sauté de joie.
Comme il s'agit d'un donjon de rang F, il n'y a que 4 pièces. Mais c'est bien qu'il ne s'agisse pas d'une grotte souterraine. En sautant de joie, Adélaïde ajouta qu'elle avait de la chance car son grand-père était un homme très bien. Elle se dit qu'elle devrait peut-être jeter un coup d'œil. Lorsqu'elle ouvrit la porte de l'une des chambres, elle vit un homme debout près de la fenêtre. Il se tourna vers elle. Adélaïde fut surprise et se demanda mentalement qui c'était. Elle supposa qu'il s'agissait probablement d'un envahisseur. Soudain, ce type a demandé si la fille était la propriétaire. La fille a répondu que non. Elle était la propriétaire du donjon. Le jeune homme a répété à la fille qu'elle était la maîtresse du donjon. Il a mis la main sur son cœur et a dit que cela signifiait qu'elle était aussi sa maîtresse. Il s'accroupit sur un genou et dit de se présenter correctement. Il s'appelle Litianzus et il est l'intendant de Greenville. Il est honoré de la rencontrer, elle, la maîtresse. Adélaïde fut abasourdie d'entendre qu'il était l'intendant. Elle se demanda mentalement comment il se faisait qu'un donjon de rang F, qui ne générait même pas de revenus, avait un gérant. Litianzus lui rappela qu'il s'agissait d'une très vieille histoire, dont la jeune fille ne se souvenait pas. Adélaïde répondit qu'elle ne savait pas de quoi il parlait. Litianzus a remarqué que, bien qu'elle ait l'air un peu différente de la dernière fois, il pensait qu'elle avait pris une sorte de médicament miracle. Adèle pensa qu'il l'avait confondue avec le même grand-père. À voix haute, elle répondit à Litianzus que celui dont il parlait était probablement le grand-père de la jeune fille. Comme il est décédé de façon imprévue, c'est elle qui a hérité de ce donjon. Litianzus répondit que c'était ainsi. Il ajouta aussi que seule une personne dans les veines de laquelle coule le sang d'Arbaz pouvait ouvrir le portail du donjon. Il se trompait donc. La jeune fille répondit que ce n'était pas grave. La jeune fille se mit immédiatement à réfléchir au fait que le problème actuel était qu'elle devait régler de grosses dettes, mais avec les fonds dont elle disposait, elle n'y parviendrait certainement pas. Elle était désolée que Litianzus ait découvert son maître de cette façon, mais il valait mieux lui demander de partir. Le gérant regarda la jeune fille d'un air interrogateur. Adélaïde s'adresse à lui en l'appelant Lysian et lui demande s'il peut se lever en premier. Elle veut le remercier de s'être occupé de ce donjon, mais elle aimerait qu'il parte aujourd'hui. Lysian a commencé à poser beaucoup de questions sur le pourquoi de cette situation, sur l'existence d'une raison, sur le fait qu'il avait peut-être fait quelque chose de mal. Adèle a répondu que ce n'était pas possible. Le directeur a été surpris par sa réponse. Soudain, la jeune fille s'est effondrée sur le sol et a déclaré qu'elle n'avait tout simplement pas d'argent pour le payer. Il lui demande de ne pas s'inquiéter. Il vivait et travaillait ici pour une nuit d'hébergement et de subsistance, et il avait l'intention de continuer à le faire. Adélaïde, manifestement décontenancée par ces paroles, lui demanda mentalement s'il travaillait vraiment sans salaire, ne considérait-il pas cela comme de l'exploitation? Soudain, une idée lui vint et elle demanda à Litianzus si elle pouvait devenir une résidente officielle de ce donjon et si elle pouvait faire payer une somme dérisoire pour y vivre. Le gérant déclara cependant qu'il n'avait pas d'argent. Adélaïde grimaça en voyant que le gérant semblait être dans la même situation qu'elle. La jeune fille a déclaré qu'elle ne voudrait pas elle-même le mettre à la porte, mais elle doutait qu'ils soient à l'aise l'un avec l'autre, puisqu'ils étaient étrangers. Elle n'était pas sûre qu'un si petit donjon ait besoin d'un gérant. Le directeur lui-même a déjà répondu avec assurance que, dans ce cas, il lui prouverait dans les 3 jours qu'un directeur était nécessaire. Litianzus sourit sincèrement. Adélaïde le vit et pensa que lorsque le gérant souriait, il était si beau. Cependant, la jeune fille a tout de suite hésité. Elle se demanda d'arrêter et de reprendre ses esprits. Tous les beaux incubes souriaient ainsi avant de commettre le pire. Mais un beau gosse comme lui, plus beau que tous ces incubes réunis, lui propose soudain de travailler pour elle sans rémunération. C'est vraiment louche. Elle s'est dit que s'il refusait l'offre, il hésiterait peut-être et ne voudrait pas partir du tout. Pour commencer, elle ferait semblant d'accepter les conditions. Déjà à voix haute, la jeune fille dit qu'il avait 3 jours, ni plus ni moins.
Litianzus la remercia en retour. Le directeur a ajouté que la maîtresse était probablement très fatiguée et qu'elle devrait s'asseoir et se reposer. Il lui apportera un thé rafraîchissant. Adélaïde fut stupéfaite d'entendre parler de thé, si l'on en servait ici aussi. Cette terre ne peut pas être qualifiée de fertile, et même ici, le thé est un produit de luxe. Et le thé est-il vraiment un produit de luxe dans un donjon de rang F? Lysiane remarque qu'ils n'ont pas acheté les feuilles à l'extérieur et suggère qu'au lieu de parler, il faut aller voir Adélaïde en personne. Saisissant la poignée de la porte, le directeur demande à son hôtesse si elle veut bien l'accompagner. Ils se retrouvèrent dans une serre qui ne manquait manifestement pas de plantes. Adélaïde était visiblement surprise de trouver un tel endroit dans le donjon de rang F. Lysiane expliqua qu'il n'aimait pas vraiment sortir du donjon et qu'il avait donc aménagé un endroit propice à la culture. Adèle ne comprenait pas comment il pouvait y avoir du soleil dans la serre. Lysiane lui répond qu'il vient de l'installer. Lorsqu'elle a vu les paniers de légumes, la jeune fille lui a demandé s'il les avait également cultivés. Le gérant a répondu que oui, il les avait cultivés lui-même. Elle a été très surprise de constater qu'il avait construit l'endroit lui-même et qu'il y cultivait des légumes. Elle doutait qu'il soit un cadre moyen. Lysiatus remarqua qu'elle semblait avoir beaucoup retardé la jeune fille avec ses histoires. Je me suis excusée auprès d'elle et lui ai demandé de bien vouloir entrer. La fille m'a répondu que oui, elle allait entrer. Dans sa tête, Adelaide se demande de se réveiller, sinon elle va se noyer dans le savon. Elle ajoute à voix haute qu'elle aimerait goûter le thé dont le gérant a parlé. Lysiatus répond gentiment que oui, il l'apportera tout de suite. La jeune fille s'assit à la table et le gérant lui demanda si elle était à l'aise. Elle ajouta qu'étant donné que les meubles étaient très vieux, il s'en occuperait demain. La jeune fille était perplexe et lui demanda s'il voulait fabriquer les meubles de ses propres mains. Lysiatus s'incline et répond que oui, il n'y a rien dans ce donjon que sa main n'ait touché. Adélaïde commença aussitôt à l'interroger sur diverses choses dans la maison, comme la lampe, le vase de fleurs, cette baignoire. Lysiatus déclara avec assurance que la lampe était son œuvre, les fleurs qu'il avait cultivées, le vase qu'il avait fabriqué et la baignoire qu'il avait faite lui-même. La jeune fille, intriguée par le comportement du gérant, lui demanda mentalement ce qu'il faisait ici. Lysiatus lui répondit que ce n'était rien de spécial, mais que ses capacités étaient destinées à ce genre de choses. Elle se rendit compte qu'il avait des pouvoirs. Tout devient clair pour elle. Il existe des pouvoirs que possèdent les êtres magiques de niveau moyen et supérieur. Chacun a ses propres dons et ses propres limites. Et bien sûr, plus la créature est forte, plus ses capacités sont importantes. Adélaïde a une note moyenne. Elle n'a donc aucune compétence. À voix haute, elle répondit au directeur qu'elle l'enviait. Lysiatus lui répondit en souriant que ce n'était qu'une coïncidence. Adélaïde se prit la tête, se demandant de reprendre ses esprits. Il faut qu'elle arrête d'être jalouse. Elle a essayé de se convaincre qu'elle devait trouver sa faiblesse, exactement sa faiblesse. Il a l'air parfait, mais il a certainement un défaut. L'esprit de la jeune fille réfléchit. Lysiatus est un homme, un être magique, et cela signifie. La jeune fille se demandait à voix haute s'il était un bon cuisinier. Soudain, une table de nourriture est apparue devant elle. Le gérant lui expliqua qu'il s'agissait de pâtes à la roquette, d'une omelette au paprika et d'un thé glacé à l'hibiscus. Les larmes coulent sur le visage d'Adélaïde à la vue des plats. Elle se rendit compte que c'était la plus belle nourriture qu'elle ait jamais vue de sa vie. Et, dans l'union, elle n'avait mangé que des miettes de pain comme ça. Adèle fit tourner quelques pâtes sur sa fourchette et les porta à sa bouche. C'est comme si 1000 feux d'artifice avaient explosé dans la tête de la jeune fille. La jeune fille a appelé bruyamment Lysiane. Il demanda à l'hôtesse si quelque chose n'allait pas. Adélaïde lui posa la main sur l'épaule en lui disant qu'elle le nommait membre à vie du donjon de Greenville. Lysianzus la remercia. Une demi-heure lui suffit.
Lysiane ajouta que dans ce cas, il s'en remettait à elle, son hôtesse, et Adèle répondit qu'elle s'en remettait à la nourriture, ou plutôt à lui. Adèle répond en disant qu'elle se fie à la nourriture, ou plutôt à lui. Après avoir fait de Lysianzus son intendant, le temps commence à s'écouler sans souci. Chaque jour, elle reçoit un repas de qualité. Elle dort dans un lit sur mesure 24 heures sur 24. Même la maison est nettoyée par Lysiane. La jeune fille rit joyeusement en s'asseyant sur une chaise et en sirotant son vin. Elle commença à dire que si le paradis existe, alors n'est-il pas ici? Mais avant qu'elle n'ait pu terminer, une lettre lui a soudain volé au visage. Elle fut secouée de colère et, voyant l'oiseau-poste dans ses pensées, elle commença à dire qu'elle lui appartenait désormais. Mais elle n'eut pas le temps de finir que Lysiane s'approcha et demanda si la jeune fille avait reçu la lettre et qui en était l'expéditeur. Pendant ce temps, l'intendant lui-même versait le thé. La jeune fille répondit qu'elle ne le savait pas et suggéra que Pippa le savait peut-être. Adialida ouvrit les lettres. Elle y était accueillie en tant que maîtresse. On lui apportait des nouvelles du service de comptabilité de l'Union magique. Ce mois-ci, elle doit rembourser une dette de 4 pièces d'or. La jeune fille a paniqué et tremblé en entendant ces mots. La lettre poursuit en disant que si la dette n'est pas remboursée, un employé lui sera envoyé. Elle la remercie de son attention et va voir le directeur pour lui demander ce qui se passe lorsque la banque lui envoie un employé pour des problèmes de dette. Lysiatus hésita et répondit qu'il était possible que l'officier lui coupe au moins un bras. Adélaïde comprit qu'il était temps de dire adieu à son insouciance. C'est maintenant que commence sa vie de maîtresse de donjon. Lysiatus lisait les documents relatifs à l'héritage et a pris connaissance d'une dette d'environ 660 pièces. Elle fit remarquer qu'elle devait bien plus que cela. La jeune fille s'excusa avec pitié. Lysiane répondit qu'il y avait quelque chose de bon. Ils ont tenu compte de son âge et ont considérablement réduit le taux d'intérêt. Si la jeune fille paie lentement le montant total, il n'y aura pas de problème. Elle ne doit donc pas s'inquiéter. La jeune fille a remercié Lysiane en larmes pour son soutien. Elle serra la main en un point confiant, pensant qu'il avait raison, pendant qu'elle se morfondait, son intérêt ne ferait que croître. Puisqu'elle était l'héritière de cet endroit, c'était sa responsabilité et elle n'était plus seule. La jeune fille déclara que c'était bon et qu'il était temps de commencer à s'occuper du donjon. Elle s'est approchée du gérant et lui a demandé s'il pouvait l'aider. Lysiatus sourit et lui dit en toute confiance que bien sûr. Elle lui dit qu'elle devait d'abord prendre le parchemin du donjon. Un parchemin apparut dans ses mains et la jeune fille fut surprise de voir qu'il s'agissait d'un parchemin. Lysiane ajoute que le parchemin appartient au maître du donjon. Il sert à vérifier l'état du donjon ou à enregistrer une montée en grade. Elle dit à la jeune fille de le dérouler. La jeune fille ouvrit le parchemin et fut surprise. Il n'y avait rien de spécial dessus. Adélaïde remarqua que c'était plus facile qu'elle ne le pensait. Lysianzus supposa qu'il avait été écrit ainsi à cause du faible rang du donjon, mais si elle l'élevait, de nouvelles données apparaîtraient ici et la vue d'ensemble subirait un changement majeur. La jeune fille répondit qu'elle s'était rendue compte qu'il n'y avait rien de remarquable dans les informations sur le donjon. L'accumulation du donjon était nulle. Adélaïde s'étonna, car ils auraient pu laisser au moins une pièce de bronze. La jeune fille comprit qu'il y avait peut-être de l'argent ici, mais que quelqu'un venait de le prendre. Par exemple, la jeune fille jeta un regard perplexe à Lysiatus. Après tout, il vivait ici depuis tout ce temps. Adèle ébouriffa maladroitement les cheveux sur sa tête, disant qu'elle le savait elle-même. Pensait-il vraiment qu'elle le soupçonnait? La jeune fille se demanda s'il pouvait lire dans les pensées. Lysiane fit remarquer que la maîtresse avait dit qu'elle augmenterait le rang de ce donjon. Adèle répondit que oui, elle essaierait. Lysiane ajouta qu'elle aimerait alors lui demander quelque chose avant de l'aider. Soudain, Lysiane a demandé pourquoi la jeune fille voulait savoir. La fille a remarqué qu'il pensait à quelque chose, parce qu'elle pensait à quelque chose depuis longtemps.
Lysian a demandé de quoi il s'agissait. Adèle a commencé à parler d'un salaire très élevé, de meilleures conditions de travail et de divers avantages. Elle veut diriger un donjon qui a tout pour plaire. Normalement, les donjons font payer une redevance mensuelle à leurs résidents. Mais si le rang du donjon est suffisamment élevé et que les revenus du donjon correspondent, tout change. Il commence à chasser les créatures ordinaires et à attirer des créatures fortes pour prendre leur place. Le but est alors d'augmenter la force de combat du donjon. Adèle a affirmé avec assurance qu'elle ne ferait pas cela. Elle a dit à Lysian que cet endroit serait un foyer pour tous ceux qui y travaillent. C'est le genre de donjon qu'elle veut créer. Lysian a suggéré qu'elle devrait alors atteindre au moins le rang B. Adèle répond que non, et que son objectif est le rang S. Après tout, elle doit bien rembourser sa dette d'une manière ou d'une autre. Lysiatus remarqua qu'un donjon de rang S où les travailleurs se sentaient chez eux semblait charmant. Elle tendit la main à l'hôtesse et ajouta que nous devons réaliser le rêve d'Adélaïde. Soudain, Lysiatus a donné une conférence. Elle dit qu'il devrait commencer à ce moment-là. Il lui demanda de regarder les informations sur ce donjon et lui demanda quel était, selon elle, le problème. La jeune fille réfléchit un instant et répondit avec assurance que le problème était dans tout. Lysian lui répond que oui, elle a tout à fait raison. La jeune fille, quant à elle, a été découragée par sa réponse, car elle venait elle-même de faire une blague. Lysian a poursuivi en disant que le plus gros problème était ce que l'on appelle l'accessibilité. Il demanda si la jeune fille savait comment tirer profit du donjon. Adélaïde répondit que c'était pour recevoir un loyer ou pour punir les chevaliers qui venaient. Lysian répondit en souriant que oui, c'était cela. Les créatures du monde souterrain et les chevaliers d'il y a quelques siècles ont accompli l'incroyable. Un sort appelé division de l'âme a été créé. Les chevaliers ont alors divisé leur âme et se sont précipités vers la tour magique, avide de richesse. Même si un chevalier meurt, il ne perd qu'une partie de son âme. Et lorsqu'il meurt, il peut renaître où il le souhaite. En d'autres termes, si vous n'utilisez pas tous vos éclats d'âme, vous serez proche de l'immortalité. Par la suite, les chevaliers qui revenaient constamment à la vie ont causé beaucoup de problèmes à la tour magique. Lysian répondit que c'était vrai, mais qu'heureusement, le sort de fission d'âme avait été créé pour combattre les créatures du monde souterrain. C'est pourquoi il ne fonctionne pas dans le monde des humains, c'est sa faiblesse. Ainsi, si un chevalier meurt dans le monde des humains, il ne peut être ramené à la vie. Adélaïde demanda joyeusement pourquoi ne pas les envoyer tous dans le monde des humains et les tuer. Lysian a reconnu la justesse de l'argument de la jeune fille. Les créatures du monde souterrain ne pensaient-elles pas d'abord à elles-mêmes? Mentalement, Adélaïde se dit que le travail d'équipe n'avait jamais été leur point fort. Lysian parlait d'idiot, donc la deuxième option était un donjon. Après avoir distribué divers trésors et objets rares dans les donjons, les chevaliers ne manqueront pas de venir les chercher. Et c'est à ce moment-là qu'ils commenceront à les traquer. Les donjons sur lesquels on travaille dur montent en grade et leurs habitants sont récompensés pour leur travail. Adèle expira lourdement en disant que, comme il le sait lui-même, aucun chevalier n'est encore venu dans ce donjon. Le donjon est trop éloigné et ce n'est pas comme s'ils étaient riches en ressources. L'endroit le plus proche du monde humain et le plus accessible aux chevaliers est une localité située dans la partie orientale de Datanos, à Médiar. Les chevaliers y bénéficient de nombreuses commodités. Il y a même un quartier où vivent des gens. Même si vous appelez votre Greenville, personne ne viendra. Cet endroit est déjà devenu le plus populaire. Adèle grimace et se demande où elle va trouver l'argent pour cela si elle n'a qu'un seul ouvrier dans son donjon. Elle se rendit compte qu'il s'agissait d'un véritable désastre. Elle déclara qu'il fallait commencer par embaucher de nouveaux travailleurs. Lysian remarqua que la jeune fille était si intelligente. Adèle a mentionné que si elle augmente le nombre de résidents,
Elle pense que cela aidera à augmenter le rang du donjon. Pour passer au rang F four, il faut un occupant. Adèle sourit et, tenant le parchemin dans ses mains, déclara que c'était si facile. Si elle monte en grade, elle recevra aussi de l'argent. Elle économisera rapidement, mais à bien y réfléchir, il n'y a pas assez de chambres. La jeune fille posa la tête sur la table, dépitée. Lysiane lui tendit immédiatement une pierre, disant qu'il avait une pierre d'expansion de l'espace à cet effet et que la jeune fille pouvait l'utiliser. La jeune fille demanda immédiatement, excitée, si elle avait le droit d'utiliser un objet aussi cher et s'il avait dit qu'il le lui donnait, alors elle ne pouvait pas le reprendre, n'est-ce pas? Lysiane répondit qu'il l'avait acheté au CS où il voudrait planter un grand potager. Il est heureux de le donner à la maîtresse. C'est alors que la jeune fille se rendit compte que si elle se contentait de l'envoyer et de couvrir les frais mensuels, l'argent suffirait pour 1 mois. Lysiane lui fit immédiatement remarquer qu'il était interdit de revendre un objet dans la tour magique. Adèle demanda immédiatement si Lysiane pensait vraiment qu'elle vendrait son cadeau. Comment pouvait-il dire cela? Lysiane a répondu que c'était juste au cas où. La jeune fille pensait qu'il pouvait lire dans les pensées. Quelques instants après avoir utilisé la pierre, Adélaïde remarqua que l'espace s'était agrandi très rapidement. Quand le donjon sera encore plus grand, il sera possible de s'y déplacer à travers des portails, n'est-ce pas? Lysiane répondit qu'il serait alors possible de diviser les pièces en espaces de vie et de combat. La jeune fille déclara que c'était excellent et qu'il devrait se mettre rapidement au travail. Elle se tourna vers Lysiane et lui dit avec assurance qu'elle irait chercher les nouveaux membres. Il demanda à l'hôtesse si elle était sûre de pouvoir se débrouiller seule. Il lui demanda de ne pas oublier de l'appeler si elle se retrouvait dans une situation dangereuse. La jeune fille la saluait en lui disant de s'asseoir et de l'attendre. Cette fois, c'était à elle de travailler dur. Adèle arriva dans un village de créatures magiques à la périphérie de Greenville. En volant dans les rues, elle se renseigna sur les personnes qui pourraient devenir résidentes de son donjon. Elle est peut-être une Oya, mais elle est elle-même de niveau moyen. Là, et Lysiane Zus semble l'être aussi. Si un autre membre de niveau moyen les rejoint, ce sera une bonne chose pour eux. D'ailleurs, leur maison est si belle maintenant. C'est probablement par là qu'elle entamerait la conversation. Adèle se dressa sur la souche et cria fort, demandant l'attention de tout le monde. Elle prétendait être la maîtresse du donjon qui se trouve à proximité. Elle s'appelle Adélaïde. Elle est venue ici pour les inviter dans son donjon. Elle a été remarquée par des créatures en armure avec du feu bleu brûlant à la place de leur tête. Elles ont compris qu'Adélaïde était une succube et ont supposé qu'elle venait peut-être de Bélial ou d'Espéranza. Pendant ce temps, Adèle poursuit en disant que la première chose dont elle aimerait vous parler, c'est de la nourriture que prépare leur chef. Elle a même préparé le soleil à l'intérieur du donjon, ce qui fait que vous n'avez même pas besoin de sortir et que cela ne coûte que 10 pièces d'argent par mois. Les créatures en armure ont commencé à animer la discussion, demandant avec réalisme si c'était vrai. Adèle, quant à elle, a fait remarquer que c'était très bien et que tout le monde semblait intéressé. Elle a demandé un autre moment d'attention, disant que les places étaient limitées et qu'il fallait donc signer le contrat rapidement. 16 créatures en armure se précipitèrent immédiatement vers la jeune fille, se bousculant et se disputant la première place. Elle leur demanda de se mettre en ligne. Elle choisirait le plus fort d'entre eux. Adélaïde leur demanda de respecter la ligne. Quelqu'un saisit le contrat des mains de la jeune fille. Il a commencé à lire qu'il s'agissait d'un donjon de Greenville, de rang F5, sans accumulation, sans membres permanents, et qu'il y avait 6 chambres. Dans le contrat, la description du donjon se trouve à la toute dernière page et est écrite en très petits caractères. C'est une créature en armure, balayée par le fait que l'emplacement du donjon n'est pas génial non plus. Il ne pense pas que l'on puisse parler d'une bonne suggestion. Adélaïde a réalisé que c'était un échec. Quelqu'un s'est mis à crier que c'était une arnaque et que si Raham ne le lui avait pas dit, personne ne l'aurait remarqué.
Quelqu'un a poussé la fille en lui demandant comment la succube avait osé les tromper. Quelqu'un a attrapé la fille et a dit aux autres d'arrêter. Ils ont commis l'erreur de signer le contrat sans même l'avoir lu. Celui qui l'a poussé a répondu à Raham que ce n'était pas ça, mais que le sale type leur mentait. Raham a répondu qu'il n'aimait pas ce mot merswaka. Il a suggéré qu'il serait préférable de parler affaires. L'autre déclara que cette succube leur mentait donc. Il n'a pas eu le temps de terminer, car Dell a répondu avec indignation qu'elle ne mentait pas et que tout ce qu'elle lui avait dit était la pure vérité. De la nourriture délicieuse, un bain, du soleil artificiel, tout. La même créature a demandé avec indignation si la jeune fille s'y opposait toujours. Raham a dit que cela suffisait. Passant son bras autour des épaules de la jeune fille, il dit à tout le monde de se calmer, qu'il allait la raccompagner et qu'il reviendrait. Adèle s'est rendu compte que tout cela était étrange. Pourquoi ce Raham l'aide-t-il? Ils s'approchèrent des coccinelles. Raham dit à la jeune fille de monter rapidement sur la coccinelle et de partir. Elle le remercie et ajoute qu'il n'a pas dû être facile pour lui de décider de l'aider. Raham remarqua qu'elle le remerciait alors qu'il lui avait signalé cette partie du contrat. La jeune fille a répondu mentalement qu'elle avait raison, ce qui l'a bien sûr rendu furieux. Car comment peut-on se moucher dans de la bouillie presque cuite? À voix haute, la jeune fille répondit que c'était de sa faute. Adélaïda a immédiatement ajouté qu'elle n'avait vraiment pas triché et l'a juré. Raham la remercie pour ses paroles et lui répond qu'il s'excuse lui aussi pour ses amis. Adèle fait remarquer que l'imbécile a été, même s'il semble plus fort que les autres Durahan, il ne se montre pas arrogant avec elle. Elle le remercie encore une fois de l'avoir aidé. Elle pense que c'est le destin et demande vivement à Raham s'il veut devenir un résident de son donjon. Raham a répondu qu'il ne savait pas. Adèle est restée bouche bée devant sa réponse. Raham lui a dit qu'il n'avait pas vraiment envie de se joindre à eux. La jeune fille lui a immédiatement demandé d'y réfléchir à 2 fois, car ils étaient en train de s'amuser. Raham a excité la fille avec une coccinelle et ajouta enfin qu'il considérerait sérieusement son offre lorsque son donjon atteindrait le rang E. Il demanda à la vache de partir. Adèle lui demanda d'attendre et lui dit qu'elle lui ferait une réduction. Il ne pourrait payer que 9 pièces par mois. Raham a fait demi-tour et est parti dans l'autre sens, et Adèle criait toujours dans sa direction, demandant ce qu'il en était de 8 pièces par mois, mais Raham l'a salué silencieusement. Elle lui a demandé d'écouter et a crié tristement à propos de 7 pièces par mois. Et après avoir été chassée de partout, on l'a lapidée, on lui a dit qu'elle était un imposteur et qu'elle devait partir d'ici, on l'a traitée de succube sanglante, on lui a demandé pourquoi elle était encore là. Elle a été mise à la porte partout. Attristée, Adélaïde s'assit sur le sol, réalisant que tout le monde avait abandonné. Elle demanda à la coccinelle si elle voulait vivre dans son donjon. La coccinelle répondit par l'affirmative. Adélaïde se dit qu'à juste titre, la coccinelle n'en avait pas envie non plus. Après tout, pourquoi voudrait-elle de ce maudit donjon de rang F? La jeune fille se demanda comment elle pourrait regarder Lycian dans les yeux. Soudain, quelqu'un apparut dans son dos et commença à s'adresser à elle comme à une hôtesse. C'était Lycian. Elle était triste de la situation et ne le remarqua pas tout de suite. Quand il s'est approché d'elle, elle l'a remarqué. Elle lui demanda aussitôt ce qu'il faisait là, s'il était venu pour elle. Elle remarqua qu'il l'appelait si affectueusement qu'elle fut même un peu surprise. Lycian lui dit qu'il était inquiet parce qu'elle était partie depuis longtemps et lui proposa de rentrer d'abord à la maison. Il ajouta qu'il avait également trouvé un autre moyen d'attirer de nouveaux membres dans leur donjon. La méthode consistait à attaquer les donjons voisins. Adélaïde est choquée par cette suggestion. Lycian mentionne qu'il pense que ce serait une bonne idée de prendre le contrôle du donjon de Borak, qui se trouve à Sherman. Adélaïde dit qu'elle pense que le directeur est en faveur de la paix. Lycian sourit
et dit que lorsqu'il s'agissait de créatures magiques, elle voulait toutes obtenir ce qu'elle voulait à tout prix, n'est-ce pas? L'instant d'après, Adèle et Lysiane s'étaient déjà approchés du donjon. La jeune fille fut surprise de voir qu'ils étaient déjà arrivés. C'était plus près qu'elle ne le pensait. Elle se souvint de quelque chose et se tourna vers Lysiane pour lui demander comment il allait. La jeune fille commença à poser devant lui dans sa nouvelle tenue. Lucien répondit qu'elle était incroyablement belle et se tourna vers Madame Adélaïde. Il demanda également s'il y avait un problème. La fille le regarda attentivement, disant mentalement qu'il ressemblait au Lysiatus qu'elle connaissait, qu'elle ne comprenait pas ce que c'était. Lysiatus raconta qu'on entrait dans le donjon de Borac, surtout en se faisant prendre dans une arnaque. Après avoir signé de force un faux contrat, les membres du donjon vivent comme des esclaves. On dit qu'en raison de la force incroyable des gardes, personne n'a essayé de se rebeller. Même s'ils prennent le contrôle de ce donjon, leur réputation ne sera pas pire. Oui, et il le sentait bien. Elle proposa avec assurance à sa maîtresse Adélaïde de trouver et d'inviter une personne. La jeune fille remarqua qu'à ce moment-là, il ne ressemblait pas à ce qu'il était d'habitude, ou peut-être n'était-ce que son imagination. Elle répondit à Lysiane « d'accord » et lui demanda s'il se souvenait de ce qu'il devait faire, semblant d'être pour entrer dans le secret. Lysiane répondit avec embarras qu'il était un incube, mais ce n'était pas tout et Adèle demanda ce qu'il y avait d'autre. Lysiane compléta en disant qu'il était le frère de la jeune fille. Ils furent accueillis par un homme. Il les salua en s'inclinant et se présenta comme le directeur du donjon de Borac. Elle leur dit qu'elle les escorterait. La jeune fille le remercia gentiment. Elle se dit mentalement que peu importe qui disait quoi, les vêtements étaient le meilleur moyen de faire bonne impression. Il leur fit signe de passer. Le donjon était parfaitement propre, tout y était étincelant. En le regardant, Adèle se demanda mentalement combien il avait coûté. Le gérant de ce donjon demanda à la jeune fille s'il lui plaisait. Il fit remarquer que le donjon de Borac n'était décoré qu'avec les objets les plus chers. Adélaïde regarda la fontaine et réalisa que si elle en volait ne serait-ce qu'une, elle pourrait couvrir sa dette. Soudain, ils rencontrèrent un homme qui rit joyeusement et dit à voix haute qu'il s'agissait bien d'une succube. Cet homme est précisément le maître du donjon de Borac, Borac lui-même. Il nota mentalement que la fille était également très belle. Cela dépassait ses espérances. Le directeur leur demanda immédiatement, avec colère, ce qu'il faisait debout. Il devait s'incliner rapidement et saluer le maître. Les garçons se demandèrent mentalement s'il s'agissait de Borac. La fille a dit qu'elle était ravie de vous rencontrer et s'est présentée comme une succube et s'appelait Adélaïde. Ensuite, Lysianzus s'est présenté par son nom et a dit qu'il était un incube. La fille a dit qu'elle travaillait pour l'Alliance Morpheuse et que son frère travaillait pour l'Alliance Regius, mais qu'il l'avait quitté. Il cherchait un nouvel endroit pour travailler. Et, par chance, ils sont tombés sur le donjon de Borac. La jeune fille avait déjà entendu parler de cet endroit, mais il était bien plus beau et pittoresque en personne. Borac croisa les bras sur sa poitrine et répondit que, bien sûr, aucun donjon de la région n'était comparable au sien. Il répondit qu'il était surpris que la jeune fille ait travaillé à Morpheus. La jeune fille soupira et ajouta que oui, le syndicat était célèbre, mais qu'elle admettait que ce n'était pas un bon endroit pour travailler et qu'elle voulait donc absolument aller dans la clandestinité. La jeune fille ajouta gentiment que c'était surtout si c'était un donjon comme celui de Borac. Borac était fasciné par elle et se disait qu'il n'aurait jamais pensé qu'une si belle succube se glisserait d'elle-même dans ses bras. Et une succube aussi imposante en plus. Soudain, Lysiane entra dans la conversation avec un visage intimidant en disant qu'ils aimeraient soumettre des offres et en demandant si c'était possible. Borac répondit qu'elle ne savait même pas. Il pouvait prendre la succube, mais il fallait penser à l'incube. La jeune fille fut surprise par ces mots et dit que ce n'était pas possible, que dans ce cas, il n'y avait pas d'issue
et elle suggéra à son frère de revenir. Borak, dépité, demanda à l'attendre et lui demanda pourquoi elle partait. La jeune fille dit qu'elle a besoin de son frère, qu'ils sont de la même famille et qu'ils doivent donc vivre ensemble. Borak s'indigne en disant qu'ils sont adultes et qu'ils peuvent vivre séparément. Adélaïde poursuit en disant qu'elle s'ennuie sans son frère et qu'elle ne peut donc pas vivre sans lui. Lysiane répond qu'elle ne peut pas non plus vivre sans sa petite sœur. Borak trembla, déglutit nerveusement et dit d'accord, et proposa de faire un contrat. Il pensait qu'il y aurait un travail pour cet incube. La jeune fille était contente que ce soit fini. Elle dit à voix haute que c'était formidable, car elle trouvait Borak très généreux. Il leur montra le contrat et leur dit qu'il devait le signer bientôt. Mais la jeune fille l'interrompt en disant qu'il y a encore une chose. Bien sûr, avant de signer un contrat, il y a une période d'essai. Elle a entendu dire qu'elle durait généralement 1 semaine. Alors, elle demande à Borak combien de temps elle dure. Borak ne s'attendait manifestement pas à cette question. La jeune fille a répondu avec assurance que oui, elle devrait essayer de vivre ici avant de signer le contrat. Elle a demandé s'il n'en avait pas, puis la fille a dit « Alors qu'Adélaïde s'apprête à partir, Borak s'écrie que, bien sûr, ils en ont un pour 3 jours. » Un sourire sinistre apparaît sur le visage d'Adélaïde. Elle le remercie. Le gérant les conduisit vers l'une des salles, précisant que la succube pouvait se trouver dans cette salle et que la salle des incubes se trouvait au bout du couloir. C'est tout. Adèle tendit la main et ajouta que puisque tout le monde s'était éloigné d'eux, ils pouvaient regarder un peu par ici. Elle a demandé à Lysiane à qui appartenait l'énergie rouge qu'il avait ressentie, à quoi il ressemblait, comment il s'appelait. Lysiane a répondu qu'il ne savait pas à quoi il ressemblait, qu'il ne pouvait que le sentir. Si la fille le voit, elle se rendra compte que c'est lui. Mentalement, Adèle se demanda quel genre d'absurdité Lysiane venait de dire. Adèle dit qu'elle le comprend et que comme ce donjon est immense, ils devraient se séparer. Lysiane répondit que oui, ils devaient se séparer, mais que si la fille se mettait en danger, elle devrait appeler Liaïtsan immédiatement. En marchant dans le couloir, Adélaïde repensa à ce que Lysiane lui avait dit à propos du danger. Elle pensa que même si elle faisait appel à Lysiane, celui-ci avait des pouvoirs qui n'étaient utiles que dans les affaires domestiques. Elle repasse dans sa tête le moment où, assise derrière les barreaux, elle voit Lysiane et lui dit qu'elle le sait, qu'il est venu la sauver. Lysiane lui montre ses mains menottées et lui répond qu'il s'est fait prendre lui aussi. Elle réalisa qu'il valait mieux ne pas en arriver là. Il était hors de question qu'elle l'interpelle à ce sujet. La jeune fille se demandait par où commencer, à quel point tout cela était intriguant. Mais à peine avait-elle fini de parler qu'elle reçut une tape sur la tête. Elle demanda qui était là. Quelqu'un a fait remarquer qu'elle ne pouvait même pas en esquiver un, trop faible. C'était une armée de squelettes en armure. L'un d'eux lui a demandé si elle était bien un succube. Elle a levé une main dans la sienne et s'est sentie choquée, se demandant si une main n'était pas entrée dans la sienne en plein volume. Elle jeta celui qui lui avait lancé une main à la tête en hurlant qu'il la reprenne. Le squelette la traita de lâche. La fille demanda avec indignation ce qu'il faisait. Elle était en fait nouvelle dans ce donjon. Les squelettes demandèrent comment une telle mauviette pouvait être membre du donjon. Ils étaient contre en général. Ils ont commencé à crier à la succube Adélaïde de foutre le camp, pas besoin d'être une gêne pour les autres. Les poings américains volaient vers elle. Elle a crié que ça faisait mal et leur a demandé d'arrêter de lancer. Les squelettes répondirent qu'ils lançaient juste assez pour blesser la fille. Ils l'ont traitée d'idiote, lui ont demandé si elle aimait le goût des os. Ils ont couru après elle, lui criant de sortir maintenant et de ne pas mettre son nez ici. La jeune fille leur a répondu en criant de ne pas s'approcher. Les squelettes s'arrêtèrent, balayant du regard la succube qui s'en allait enfin. Ils lui crient de rester hors de leur vue. La jeune fille s'éloigne d'eux en courant, change d'allure et expire lourdement. Une bosse est apparue sur sa tête. Elle réfléchit à la méchanceté de ces types.
Elle supposa qu'il semblait que les succubes n'étaient pas vraiment appréciés ici non plus. La jeune fille serra le poing, réalisant que ce n'était pas le moment de perdre confiance en elle. Elle n'était pas venue ici pour se faire des amis et elle était habituée à ce genre d'attitude. Elle se leva sur place et cria « Allez, Adélaïde, allez !» Il fallait qu'elle reprenne des forces. Elle expire et dit d'accord. Maintenant, avec une vigueur renouvelée, elle pouvait commencer à explorer le donjon. La jeune fille s'avança avec confiance. Quelque part dans le sous-sol, un homme à la chevelure flamboyante était enchaîné. Il respirait bruyamment et Adélaïde se dit qu'elle allait trouver ce qu'elle était venue chercher. En regardant autour du donjon, Adélaïde remarque que les riches vivent très différemment. Elle se demanda combien de pierres ils avaient utilisées pour agrandir l'espace. Elle avait l'impression d'avoir marché ici toute la journée sans en avoir parcouru la moitié. La journée d'Adélaïde consista d'abord à visiter la salle des pièges, puis à fuir les squelettes. Plus elle s'enfonce dans les profondeurs, plus elle rencontre de portails fermés, mais il n'y a toujours rien de notable. Soudain, elle entend le bruit d'un portail. En tournant la tête, elle aperçoit une grosse pierre rouge. Elle s'indigne de voir qu'il est à nouveau fermé. Elle pensa au fait qu'elle avait fait tout ce chemin. Ce serait loin de revenir sans rien. Elle se dit mentalement que si elle pouvait simplement entrer là-dedans. En enfonçant son doigt dans la pierre, la couleur du portail passa soudain du rouge au bleu. Adélaïde se prit la tête, pensant qu'elle avait dû casser quelque chose. Après tout, le portail était fermé. Puis, l'idée lui vint. N'était-ce pas une chance? Elle n'avait pas fait exprès de l'ouvrir et il ne semblait pas y avoir d'alarme. Elle regarda autour d'elle et se rendit compte qu'il n'y avait personne. Adélaïde lui dit qu'elle avait raison et qu'elle avait assez hésité. Elle déclara avec assurance, se contentant d'avancer. En tendant la main vers la pierre, elle tomba dans un portail. Elle ne se rendit pas compte de ce que c'était, mais il faisait chaud. Ce portail était différent de tous les autres. Elle s'envola hors du portail et atterrit à genoux. En expirant, elle se rendit compte qu'elle avait réussi à passer, mais elle se demanda ce qu'était cet endroit. Soudain, on l'appela. C'était le même homme aux cheveux de feu qui était enchaîné. Il demanda bruyamment à la jeune fille qui elle était. Adélaïde fut choquée et se demanda qui d'autre c'était, s'il s'agissait d'une créature magique. Elle remarqua la corne rouge et se demanda s'il s'agissait vraiment d'un démon. Ce n'est pas une créature de niveau moyen ou élevé. Les démons occupent la position la plus élevée dans la hiérarchie des créatures du monde souterrain. Elle ne comprenait pas pourquoi il se trouvait dans un tel endroit. Le démon continua à hurler, demandant si la fille ne l'entendait pas, car il lui avait demandé qui elle était. Adèle avait imaginé que les démons étaient des aristocrates calmes, qui s'habillaient en costume et buvaient un verre de vin. Cependant, ses perceptions sont bouleversées. Elle remarque un détail, ce démon n'a qu'une corne. Il est donc peu probable qu'il soit un démon. Pendant ce temps, le démon continuait à crier, demandant si la fille pouvait l'entendre. Elle se rendit compte qu'elle n'avait peut-être pas peur de lui, car les jeunes gens s'inséraient maintenant des cornes artificielles d'une manière ou d'une autre, et il avait donc dû faire de même. À ce moment-là, Adélaïde sourit, et le démon lui demanda avec indignation pourquoi elle riait. La jeune fille lui répondit qu'elle ne riait pas. Il pensait l'avoir imaginé. Il déclara avec indignation et colère qu'il s'agissait là d'un autre mensonge éhonté. Il lui demanda si elle n'était pas, elle aussi, la marionnette de Borak. Peut-être l'avait-il envoyée pour tuer le démon. Adélaïde déclara qu'elle n'était pas une marionnette, mais qu'elle deviendrait bientôt membre de ce donjon. Le démon fut furieux d'entendre cela et demanda si elle n'avait pas encore rejoint le donjon. Il lui demande également comment elle a pu franchir le portail. Le démon sait qu'on ne peut pas entrer ici sans la permission de Borak. La jeune fille a déclaré qu'il s'était ouvert tout seul et qu'elle n'était venue que pour voir ce qu'il y avait ici. Elle a demandé au démon pourquoi il était enfermé dans une pièce où il n'y avait rien. Ce doit être un criminel.
Le démon répondit avec colère qu'à cause de la tromperie de Borak, il avait été emprisonné pendant une centaine d'années. Au moins 100 ans pour être exact. Adélaïde hésita un instant. Elle était surprise que cela fasse 100 ans qu'il était enfermé ici. Elle n'aimait pas sa façon d'agir, mais elle avait un peu pitié de lui. Elle pensa qu'il valait peut-être la peine de lui poser la question et de l'aider à s'en sortir. Elle dit à voix haute au démon qu'elle ne lui poserait qu'une seule question. Veut-il qu'elle le libère? Le démon s'est écrié « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? La fille n'est-elle pas la 6e de Borak? » La fille a répondu avec indignation qu'elle avait dit le contraire. Pourquoi le démon ne la croit-il pas? Le démon ajouta qu'Adélaïde avait l'air de quelqu'un qui se mettait toujours dans le pétrin et pas du tout de quelqu'un qui avait tout en main. Ces paroles mirent la jeune fille en colère, mais elle se rendit compte qu'il avait tout à fait raison. Adélaïde expira et se retourna en disant que s'il n'y croyait pas, ce n'était pas la peine. Alors, elle s'en irait. Soudain, le démon lui demanda de rester debout, d'attendre. Et il l'a dit d'une voix telle que la jeune fille en est restée stupéfaite. Elle ne comprenait pas pourquoi elle s'était arrêtée. Le démon avait-il utilisé son pouvoir? Elle a un sentiment étrange. Ses yeux sont différents de ceux des autres créatures magiques. C'est comme s'il pouvait voir à travers. Elle lui demanda s'il était vrai qu'elle le libérerait. La jeune fille répondit que s'il ne disait pas à Borak ce qu'elle avait fait. Le démon répondit par l'affirmative et la laissa le libérer. Adèle se dit qu'en plus de demander sa libération, il se montrait arrogant. S'inclinant devant lui, elle répondit comme il le souhaitait. Adélaïde remarqua que ses chaînes n'avaient pas l'air très solides. Adélaïde se demanda pourquoi le démon ne les avait pas brisées lui-même. La jeune fille tendit la main et, en touchant les chaînes, elle eut l'impression d'être électrocutée. La jeune fille s'écroula sur le sol après le choc. Le démon comprit que si la fille y croyait, c'est qu'elle ne travaillait pas vraiment pour Borak. Adélaïde s'assit sur le sol et tenta de s'éloigner du coup en frissonnant. Elle demanda au démon ce que c'était. Le démon lui expliqua ce que signifiait quoi. Il expliqua qu'il s'agissait de chaînes qui contenaient un pouvoir angélique. Il lui demanda si elle était idiote de les saisir à main nue. Cela a mis Adélaïde en colère. Le démon le savait, mais la laissa quand même la toucher. Le démon demanda soudain s'il était vrai que la fille était un succube. Adélaïde lui répondit bruyamment et avec véhémence que oui, elle était un succube, et alors quoi? Le démon lui répond que ce n'est rien et qu'il veut juste faire preuve de miséricorde. Il veut donc que la jeune fille s'approche de lui et il lui donnera son pouvoir. Il ne peut pas la prendre par la main. La jeune fille fut stupéfaite par ces paroles. Le démon ajouta que si elle ne montait pas, ce serait pire. Elle devait sortir d'ici. La jeune fille réalisa alors qu'il lui avait encore dit de s'approcher de lui avec cette voix, et son corps commença à se diriger vers lui. Elle se rendit compte qu'elle avait tous les pouvoirs du monde. Elle mit sa main dans la sienne, paume contre paume, et ses doigts s'entrecroisèrent. Le démon ajouta qu'elle devait le prendre comme un honneur, car tout le monde ne pouvait pas lui prendre la main. Adélaïde reste d'abord silencieuse, puis, le visage fâché, dit qu'ils vont se pencher sur la question. Adèle explique que si elle n'a pas absorbé l'énergie d'autres personnes jusqu'à présent, c'est parce qu'elle pense qu'il est contraire à l'éthique d'absorber de l'énergie à l'insu d'autrui. Mais maintenant, la situation est dangereuse pour sa vie et le démon l'a autorisée à le faire elle-même. Elle n'avait donc aucune raison de refuser. Adèle commença à faire passer sa main de sa main à son épaule, touchant ses bras. Le démon rougit et lui demanda ce qu'elle faisait. La jeune fille lui répondit de même et il prit cela comme un honneur, car tout le monde ne peut pas l'embrasser sur les lèvres. Elle s'assit sur les genoux du démon, disant qu'elle faisait partie de l'alliance de Morpheus et qu'il était autrefois le plus fort. La jeune fille prit le démon par le menton. Il était manifestement nerveux, mais Adélaïde lui dit qu'il ne devait pas s'inquiéter. Elle boirait jusqu'à la dernière goutte absolument tout. Le démon était lui aussi visiblement impatient d'être embrassé. Alors qu'ils s'embrassaient,
Adeline prit le temps de remarquer que c'était incroyable. Cette énergie est si forte qu'elle est complètement différente de celle qu'elle ressent lorsqu'elle lui tient simplement la main. Elle réalisa que c'était un problème. C'était probablement parce qu'elle n'avait pas mangé depuis un moment et qu'elle n'arrivait pas à s'arrêter. Le démon transpirait à grosses gouttes et était visiblement très tendu. Il faisait teinter ses chaînes et se demandait si ses mains n'étaient pas entravées. Adeline rompt le baiser. Le démon respirait bruyamment. Adeline remarqua qu'elle se sentait bien maintenant et qu'elle pouvait enfin rassembler ses idées. En se levant, la jeune fille ajouta qu'elle allait probablement s'en aller. Le démon fut abasourdi par les paroles de la jeune fille. Demanda-t-elle, intriguée par ce qu'elle venait de dire. Adeline répondit calmement qu'elle ne pensait pas que le démon serait capable de l'aider et qu'il en avait assez. Le démon s'est mis en colère et a crié comment elle pouvait partir si facilement. Adeline s'excusa joyeusement et dit que ce n'était pas son problème, à juste titre. Adeline se retourna et lui dit au revoir en lui souhaitant de passer un bon moment. Le démon, toujours perplexe, lui demanda d'attendre. Il lui demanda son nom. La jeune fille lui demanda à nouveau comment elle s'appelait. Elle répondit gentiment qu'elle s'appelait Adélaïde. Le démon répéta son nom et dit qu'il s'appelait Caladium et que la fille devait s'en souvenir. La fille dit d'accord et à plus tard. La fille se dirigea vers le portail et répéta mentalement qu'il lui avait demandé de mémoriser son nom, ce qui la fit rire. Elle ne veut pas le faire. En retournant à l'extérieur, elle s'étira et remarqua avec joie à quel point elle se sentait revigorée. Elle se demanda mentalement si le démon devait être très fort. Elle se demandait quels étaient ses pouvoirs. Un seul baiser lui avait donné tant d'énergie. Cette énergie rouge vif, comme une flamme qui éclate. C'est à ce moment-là que la jeune fille a compris des flammes, de l'énergie rouge. Elle se souvint que Lysiane avait parlé d'un bon pressentiment et qu'il avait ordonné de trouver et d'inviter une personne. Elle est tombée par terre et s'est mise à pleurer en se disant que c'était la fin. Elle pensait qu'il était moyen, rien de moins. La jeune fille était attristée, parce que quelle bonne impression, parce qu'elle était juste affreuse avec lui. Elle se demanda mentalement comment elle pourrait lui parler différemment. Il a été le premier à l'humilier et il a probablement tué beaucoup de créatures magiques. Elle était sûre que lorsque Lysiane entendrait toute l'histoire, il se rangerait définitivement de son côté. Adélaïde entendit alors quelqu'un parler d'un succube. Quelqu'un demanda aux autres lequel d'entre eux lancerait les dés à la succube demain. En jetant un coup d'œil au coin de la rue, elle vit les squelettes. Ils étaient en train de planifier une nouvelle mise à la porte de la jeune fille. Quelle plaie! L'un d'eux se souvint de quelque chose et demanda si cela faisait très mal. Adélaïde ne savait pas de quoi il parlait. L'autre squelette lui demanda s'il voulait savoir à quel point cela faisait mal d'avoir un os. Il lui répondit qu'il semblait que oui, il l'avait lancé trop fort. L'un d'entre eux a ajouté qu'il n'avait pas d'autre choix. Un autre a dit que c'était vrai. Si Borak la lie à ce faux contrat, ils ne pourront pas dormir tranquilles à cause de la culpabilité qu'ils ressentent pour elle. Ils ont besoin de tous les moyens possibles pour la faire sortir d'ici. L'un des squelettes fit remarquer que c'était vrai et qu'il semblait juste avoir un peu peur, car demain, il serait tout aussi déchaîné. L'autre répondit que non. Il lui était de toute façon très reconnaissant. Après tout, c'était lui qui avait fait le plus gros du travail. Adélaïde, qui se tenait au coin de la rue, commença à frissonner. Elle a suggéré en pleurant qu'il pouvait vraiment y avoir des monstres aussi gentils. Elle s'est souvenue du démon fort et ennuyeux et a dit « non merci ». Et c'est justement le genre de mignonnette qu'ils attendent dans leur donjon. Adélaïde s'arracha de son siège, lui demandant mentalement d'attendre les squelettes un peu plus longtemps. Elle ne manquera pas de les emmener à Greenville. Nous déménagerons le lendemain. Lysiane se tourna vers sa maîtresse, lui disant qu'il était temps pour elle de se réveiller, car c'était le matin. La jeune fille était perplexe, car si c'était le matin, pourquoi faisait-il si sombre?
Lysiane lui fit remarquer que c'était parce qu'il n'y avait pas de soleil artificiel. Il a ajouté qu'il avait apporté de la nourriture de la cantine et qu'elle devait manger. Lorsqu'elle a vu son assiette, elle a grimacé et a fait remarquer que c'était ainsi qu'ils nourrissaient leurs membres. Lysiane répondit qu'il pensait que leur situation en matière de cuisine était meilleure. Dans ce donjon, il suffit de savoir cuisiner un tel plat pour obtenir un emploi. Adélaïde s'indigna du comment. Comment cela pouvait-il être ainsi? Lysiane fit remarquer qu'il lui semblait qu'elle avait été très fatiguée hier. Il l'attendit, mais lorsqu'il arriva dans sa chambre, il vit qu'elle dormait déjà. La jeune fille rit maladroitement, disant que c'est vrai, qu'elle était si fatiguée hier à cause de cette recherche. Elle se souvint qu'elle avait décidé de ne pas lui parler de sa rencontre avec Kaladi, mais elle semblait pouvoir le deviner. Lysiane demanda en souriant si la jeune fille s'était bien reposée cette nuit. Il remarqua également qu'elle avait une expression particulièrement joyeuse sur le visage aujourd'hui, comme si elle avait aspiré l'énergie de quelqu'un. Adélaïde se demanda pourquoi Lysiane était si devin. Elle se demande si elle doit dire les choses telles qu'elles sont. L'ange Adèle pense qu'elle devrait le dire, et le démon Adèle pense qu'elle ne devrait pas le faire. Mais la jeune fille pensa au fait que soudainement quelque chose irait mal et qu'il serait déçu par elle. Adèle réfléchit et décide qu'il serait trop enfantin de mentir ou de cacher quoi que ce soit. Elle déclara à voix haute qu'elle dirait tout à Lysiane. Soudain, ils furent dérangés par le directeur du donjon de Boraka. Il s'excusa de les déranger, mais il avait quelque chose à lui dire. La jeune fille fut heureuse de voir le directeur apparaître. Elle répond que tout va bien et demande ce qui ne va pas. Le gérant lui a répondu que le propriétaire avait demandé une conversation privée. Elle a été surprise d'entendre parler d'une conversation privée. Elle a ajouté qu'elle et son frère feraient alors leur bagage et viendraient tout de suite. L'intendant répondit que non. Le maître n'avait convoqué qu'elle, Madame Adèle, à cette réunion. Lysiane jeta un regard sérieux à l'intendant et Adélaïde se demanda pourquoi il n'y avait qu'elle. Le régisseur ajouta que M. Borac l'attendait dans sa chambre et ce fut tout. Adélaïde s'interrogeait, une conversation privée, quelque chose ne tournait pas rond ici, mais elle ne pouvait pas refuser. La jeune fille répondit qu'elle n'avait pas le choix et, se tournant vers Lysiane, lui dit qu'elle serait bientôt de retour. Lysiane répondit nerveusement que la maîtresse ne pouvait pas partir. Il ne pensait pas que Borac les mettrait à la porte si elle refusait de les voir en personne. Adèle se leva du lit et répondit qu'il n'apprécierait guère et que Lysiane ne devait pas s'inquiéter car elle était très rapide. Lysiane voulut objecter, mais la jeune fille répondit que c'était très bien. Elle ajouta que si elle se mettait en danger, elle n'aurait qu'à l'appeler « d'accord ». Lysiane sourit et dit qu'il ne pensait pas qu'elle dirait cela maintenant, mais que oui, il la comprenait. Si elle l'appelait, il serait là en un clin d'œil. Lorsqu'il arriva chez Borac, il annonça joyeusement qu'Adélaïde était venue. La jeune fille se demanda pourquoi il était si heureux. Elle se sentit gênée. Déjà à voix haute, la jeune fille souhaita le bonjour à maître Borac. Il la salua également et lui dit qu'elle était très jolie aujourd'hui. Prenant place sur le banc, il tapota le siège à côté de lui et lui dit de s'asseoir en premier. La jeune fille fait remarquer qu'il n'y a nulle part où s'asseoir. Borac a répondu que s'il n'y avait nulle part où s'asseoir, elle devrait s'asseoir à côté de lui. La jeune fille s'est mentalement pris la tête en disant que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Elle s'encouragea mentalement à endurer, juste endurer, elle devait être forte. Prenant place à côté de Borac, elle le remercia. Borac dit, l'air affolé, qu'un tel l'a appelé pour s'assurer de quelque chose avant la signature du contrat. La jeune fille demanda, perplexe, de quoi il s'agissait. Borac poursuivit en disant que puisqu'elle voulait devenir membre de son donjon, il avait besoin de savoir de quoi elle était capable. Il lui a dit qu'il avait contacté l'Alliance Morpheus récemment, mais qu'elle savait qu'il ne fallait pas non plus se fier aveuglément à leurs informations. Et quant en côte, il devait les vérifier minutieusement. Et si elle lui montrait elle-même tout,
ce qu'il y a à savoir, Borak saisit le bras de la jeune fille à la grande surprise de celle-ci. La jeune fille demanda maladroitement de quoi il parlait, puisqu'il y avait d'autres créatures ici et qu'elle était gênée. Borak lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il s'agissait simplement de sécurité, au séas où quelque chose tournerait mal. La jeune fille se dit qu'elle semblait avoir sous-estimé ce type. Elle a essayé de se forcer à réfléchir, car elle ne pouvait pas se laisser faire. Elle se conseilla mentalement de redire qu'elle était gênée et de s'enfuir. Mais elle se dit que non, il y avait un garde dans le coin. Cela signifie qu'il a pensé à tout à l'avance et qu'il l'a appelé. Alors peut-être qu'elle devrait abandonner l'idée de prendre le contrôle du donjon. Mais non, tout ça c'était après coup. Et s'il découvrait le mensonge, Greenville pourrait être en danger. Adélaïde essayait de comprendre ce qu'il fallait faire. Pendant ce temps, Borak continuait à dire qu'il devrait vérifier les choses avec la fille. Lâchant sa main, il tendit la sienne vers son visage. Elle avait tellement envie de le frapper au visage en ce moment même, mais elle ne pensait pas avoir une chance de le maîtriser. Elle tente de se rassurer en se disant qu'elle n'a plus qu'à être patiente. Soudain, Lysiane est apparue et a dit que non, le test dont Borak parlait serait fait par lui. Borak est scandalisé et demande comment il est arrivé jusqu'ici. Lysiane demanda s'il ne serait pas juste de tester aussi ses capacités, puisqu'en tant qu'aîné, c'est lui qui le ferait en premier. Borak a répondu qu'il n'avait pas besoin de le faire s'il devait juste partir. Lysiane a précisé que ce n'était pas nécessaire. Borak s'indigna en disant que ce n'était pas son genre. Lysiane a précisé qu'il était sûr qu'il ne le regretterait pas, qu'il s'agissait peut-être d'un simple avertissement et qu'il valait mieux être sûr. Borak, très nerveux, a répondu que c'en était assez et lui a demandé de partir. Lysiane répondit qu'il était désolé, mais qu'il obéirait aux ordres de Borak. Borak ajouta qu'il devait partir plus vite. Adélaïde le regarde avec perplexité, se demandant ce qu'elle vient de voir. Soudain, Lysiane tendit la main à Adélaïde et lui dit « Viens, ils doivent partir. » Elle lui tendit la main et la mit dans celle de Lysiane. La jeune fille suivit le gérant et réalisa qu'il l'avait encore sauvée. Il doit être furieux qu'elle ne l'ait pas écoutée. Elle devrait peut-être s'excuser. Soudain, Lysiane se tourne vers l'hôtesse et lui demande d'un air menaçant pourquoi elle n'a rien fait à ce moment-là. Adélaïde répondit que c'était parce qu'elle ne savait pas si elle devait s'enfuir ou continuer à faire ce qu'il lui demandait. Elle se dit que ce n'était pas grave, car elle était une faible succube, et donc habituée à ce genre de choses. Mais lorsque Lysiane apparut, elle fut très surprise, car elle ne savait pas qu'il la sauverait ainsi. Lysiane lui parla à nouveau et lui dit qu'elle ne devait pas tolérer d'être forcée à faire des choses contre sa volonté ou d'être déshonorée devant des étrangers. Elle ne devait faire que ce qu'elle voulait, ce qu'elle souhaitait et ce dont elle rêvait, rien que cela.